Bonjour Corinne Morel-Darleux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes conseillère régionale d'opposition dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous êtes aussi secrétaire nationale du parti de gauche. Vous allez nous aider à décrypter le nouveau patron des Républicains, Laurent Wauquiez. On parlera aussi de la gauche, mais d'abord, notre revue s'appelle Regard. C'est quoi le regard de Corinne Morel-Darleux aujourd'hui ? Alors d'abord c'est le regard de quelqu'un qui vit dans le Vercors, donc loin des turbulences parisiennes, ce qui a énormément d'avantages quand on fait de la politique, ce qui permet d'être à la fois ancré dans le local et dans une autre réalité de la France. Et en même temps, je fais évidemment beaucoup d'allers-retours entre le local et le global de par mes fonctions nationales et internationales. Mais je crois que c'est intéressant du coup d'avoir cette base arrière du côté de la campagne et de la montagne. Alors hier, il y avait deux en tout cas élections partielles qui ont confirmé l'effondrement de la gauche à Belfort. Dans une ancienne circonscription socialiste, la gauche a fait à peine 20%. Dans le Val d'Oise, il y avait une autre élection, la gauche a fait à peine 28%. Que vous inspirent ces résultats ? Quelle lecture vous en faites ? D'abord, je pense que c'est des résultats qu'on peut difficilement analyser en considérant qu'il y aurait un bloc de gauche, parce que ce bloc de gauche, aujourd'hui, il n'existe plus. Moi, ce que je constate surtout, c'est qu'il y a une très belle progression de la France insoumise, qui, dans une des deux circonscriptions, d'ailleurs, repasse devant le Front National, ce qui, pour nous, est quand même une grande satisfaction politique. Et puis surtout que ça confirme l'effondrement total du Parti Socialiste, en revanche. Donc c'est plutôt pour moi des partiels qui confirment ce qu'on a vu lors des dernières échéances électorales, notamment présidentielles, législatives. Est-ce qu'il faut en tirer des leçons de ces résultats pour les prochaines échéances, en l'occurrence les européennes ? Il faut en tirer des leçons. Oui, nous, ce qu'on constate au niveau de la France insoumise, c'est que les endroits où on a eu des actions militantes très fortes, de porte-à-porte notamment, et de contact vraiment avec les habitants, sont aussi les bureaux de vote sur lesquels on a les meilleurs résultats. Donc ça nous conforte dans cette manière de faire de la politique qui soit là aussi très ancrée et très proche du terrain. Et on voit que quand on parle avec les gens, concrètement, ils comprennent mieux le programme. Ça veut dire continuer seul et agréger les autres forces ? Ça veut dire surtout qu'en fait on agrège de plus en plus et on est de moins en moins seul, parce que quand on parle d'alliance, il faut aussi parler d'alliance avec les citoyens, avec les électeurs, et de fait on continue à agréger. C'est aussi ce qu'on voit sur le site où il y a 20 nouveaux groupes d'appui qui se forment toutes les semaines, 200 soutiens toutes les semaines aussi, donc voilà, c'est une force qui continue à tracer son chemin, et c'est évidemment une très bonne nouvelle pour la vie politique. En parlant d'alliance, la semaine dernière vous avez signé un appel à la convergence des écologistes anti-libéraux, des altermondialistes et des anti-productivistes. C'est quoi l'enjeu de cet appel ? L'enjeu de cet appel, c'est qu'on était quelques-uns à avoir le sentiment que toutes les idées de la décroissance, de l'objection de croissance, de l'antiproductivisme étaient un petit peu en perte de vitesse, et qu'il s'agissait de redonner un petit coup d'accélérateur sur ces idées qui sont de plus en plus validées par les événements, notamment en termes de dérèglement climatique et de société de consommation à outrance. Enfin, on a encore eu l'exemple navrant sur les fameux pots de Nutella. Donc c'est de remettre ça en fait dans le débat public de manière plus forte. C'est vrai qu'on s'était un peu assoupi sur ces questions-là ces derniers mois. Alors on l'a vu hier aussi, au sein du Parti Socialiste, les choses évoluent dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Vous allez nous le dire, Delphine Batho a été écartée de la course à la tête du Parti Socialiste pour laisser 4 hommes seuls se battre pour la tête du Parti Socialiste. Qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que ça vous inspire de ce parti ? Écoutez, personnellement, moi je trouve ça consternant, et c'est malheureusement à l'image de ce qu'est devenu ce parti, et de cette espèce de longue dégringolade qui n'en finit plus. On a l'impression que c'est des gens qui ne savent plus faire que ça, en fait, faire des motions, des courants, des fractions, des querelles fratricides. Ça a commencé déjà depuis fort longtemps. Enfin, je veux dire, les congrès du Parti Socialiste, c'est devenu une blague, quoi. Après, honnêtement, j'ai pas grand-chose à commenter là-dessus, à part un peu de consternation, quoi. Dans les 2 élections que j'évoquais à l'instant, les candidats, les Républicains, semblent retrouver des couleurs quand le FN recule, vous l'avez dit, vous l'avez signalé. Il y a un effet Laurent Wauquiez déjà, d'après vous ? Vu la séquence dont sortent les Républicains absolument désastreuse avec le candidat Fillon, je pense que de toute manière, Wauquiez ou n'importe qui d'autre, les Républicains ne pouvaient que reprendre un petit peu de couleur. Ils sont tombés tellement bas
qu'il pouvait que remonter un peu la pente. Après, oui, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer Laurent Wauquiez. Je pense qu'il y a une remobilisation des troupes militantes, parce qu'il est certes très chahuté au niveau de l'appareil et des dirigeants de LR, mais ses propos très droitiers, très réactionnaires, trouvent un certain écho chez les militants de terrain LR. Donc je pense que oui, il peut y avoir un petit effet de remobilisation dans les rangs. Vous qui le fréquentez justement sur les bancs du conseil régional, quel président de région il est, comment vous le qualifiez ? Alors c'est un président de région qui est à la fois très brillant, il faut lui reconnaître cette qualité, ce qui le rend d'autant plus dangereux d'ailleurs, et en même temps très autoritaire. Les LR commencent à s'en rendre compte, d'ailleurs j'ai cru comprendre que certains s'en émouvaient. Nous, on pratique ça malheureusement au quotidien depuis 2 ans maintenant à la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est quelqu'un qui supprime tous les échelons de décision intermédiaires, tous les réseaux de concertation locale, pour mieux avoir la main sur l'ensemble des dossiers, ce qui est très dangereux dans une institution comme la région, qui est un espèce de gros porte-monnaie qui distribue les subventions à droite, à gauche. Alors là, en l'occurrence, surtout à droite, puisque depuis que c'est Laurent Wauquiez, y a un effet de clientélisme qui fait que voilà, on voit l'argent affluer du côté de la Fédération régionale de la chasse, du côté de l'UNI, du côté de la FNSEA, du côté de sa ville du Puy-en-Velay, au détriment des autres territoires et des autres associations et des autres porteurs de projets. Alors justement, sur la répartition, sur l'équilibre du territoire, vendredi, Pablo Pillot-Vivien recevait Pierre Mansat, qui est chargé de la métropole auprès de la maire de Paris. Il vous a posé une question. Il vous demande comment vous comptez mener le combat pour que dans une très grande région comme la vôtre, le développement soit plus équilibré et que ce ne soit pas quelques territoires qui bénéficient des richesses. Alors c'est une question qui est très pertinente et qui est même presque un peu douloureuse, puisque moi j'habite dans une petite ville du Vercors qui s'appelle Die, où on vient de perdre 2 services absolument essentiels que sont la maternité et la chirurgie d'urgence. On se bat aussi pour conserver la ligne des Alpes en termes de train. Enfin aujourd'hui on a vraiment une régression en termes de services publics qui a été aggravée par la suppression d'un certain nombre de contrats aidés, notamment dans des petites écoles de campagne. Donc on est totalement confronté à cette mauvaise répartition des richesses et un aménagement du territoire totalement hallucinant, où en fait on va vraiment renforcer toujours les grandes villes, les grandes métropoles, avec un décalage entre les discours de tous ces dirigeants, Laurent Wauquiez en tête, qui, la main sur le cœur, parlent du terroir, de la ruralité, du dynamisme des territoires, et puis qui en réalité, dans les faits, les laissent tomber quand c'est pas leurs amis qui sont à la tête. Donc après, pour faire face à ça, on fait ce qu'on fait depuis 2 ans, voire plus. C'est-à-dire qu'on est à la fois sur des actions de résistance avec toutes les actions qu'on connaît, de protestation, avec la population, de manifestations, d'actions coup de poing, etc. Et puis aussi dans des actions de proposition. On fait un énorme travail avec le groupe du Rassemblement à la région pour proposer tous les ans des amendements budgétaires, par exemple, qui aillent plutôt dans le sens d'autres indicateurs de bien vivre, qui ne soient pas uniquement le triple A des agences de notation que Laurent Wauquiez adore. Donc voilà, c'est ça. Et puis c'est aussi d'essayer de réintroduire de la démocratie, parce que Laurent Wauquiez, ayant supprimé les échelons locaux, les contrats locaux avec la région, et au niveau des territoires, les acteurs qui avaient leur mot à dire n'ont plus leur mot à dire. Maintenant, il n'y a plus qu'un élu référent, qui est évidemment toujours les Républicains. Et ça, ça casse aussi la voix des territoires, des citoyens, des habitants. Donc nous, on n'est pas majoritaire à la région, donc on ne peut pas prendre les décisions à la place de Laurent Wauquiez. Par contre, on travaille aussi beaucoup du coup en dehors de l'institution, avec les réseaux, avec les acteurs, les associatifs, les festivals, enfin voilà, tous ceux qui ont leur mot à dire, et puis on se fait les porte-parole de leurs revendications et de leurs propositions. Il y a un point sur lequel visiblement vous pourrez être d'accord avec Laurent Wauquiez, qui clive visiblement, qui va cliver dans les prochaines semaines, c'est la réforme de la formation professionnelle. Ça clive au sein du gouvernement, y compris. Le gouvernement souhaiterait rendre la formation professionnelle aux entreprises et dessaisir les conseillers régionaux justement de cette compétence-là. Quelle va être l'action de votre groupe au sein du conseil régional ?
Alors, on a déjà commencé effectivement à batailler sur cette question. Après, pas du tout sur les mêmes bases que Laurent Wauquiez, parce que Laurent Wauquiez nous fait quand même doucement rire, parce qu'il se bat pour conserver la formation professionnelle, mais en fait, les crédits qui étaient affectés à la formation professionnelle n'ont pas été dépensés par la région. Donc, c'est là où il va avoir un petit peu du mal à être crédible. Donc, nous, évidemment, ce qu'on porte, c'est que déjà ces investissements soient réalisés, que la carte des formations cesse d'être uniquement sur une logique adéquationniste avec les besoins à court terme des entreprises et qu'on ait une vraie formation professionnelle d'avenir qui aille vers les métiers de la transition, vers les métiers du bâtiment en éco-construction. Enfin, voilà, les métiers pas dont on a besoin juste là à très court terme, mais les métiers dont on va avoir besoin dans l'avenir. Et c'est ça qu'il faut faire pour garantir un emploi à nos jeunes, quoi. Une dernière question, Corinne Morel-Darleux. Les sujets ne manquent pas justement d'attirer l'attention du plus grand nombre. La question de la future réforme asile et immigration, il y a la réforme sur l'assurance chômage, bientôt la réforme sur les retraites. On a l'impression que la gauche est assez atone sur tous ces sujets. Il n'y a plus de mobilisation. Est-ce que vous avez de l'espoir sur les prochaines semaines qu'une mobilisation puisse naître sur l'ensemble de ces réformes ? Oui, j'ai de l'espoir. D'abord, il y a des projets de mobilisation qui sont en cours de discussion. Et ensuite, je ne trouve pas que la gauche, mais même au-delà des rangs de la gauche, soit si atone. Je trouve que de manière générale, il y a un mouvement très profond en ce moment qui est en train de se passer au niveau de la population sur la question justement asile et migration. Moi, j'ai été Dans votre région, par exemple, les militants sont sensibilisés à cette question. Il y a honnêtement un mouvement de solidarité comme moi, j'en avais pas vu depuis très longtemps et qui dépasse très largement les rangs militants ou partidaires ou de gauche. Du côté du Briançonnais et du col de l'Échelle, par exemple, moi j'y étais à Noël, j'ai été très surprise de voir des gens s'investir, qui sont des gens qui ne sont pas spécialement politisés, mais qui le font simplement par devoir d'humanité. La mobilisation, elle est très large, hein, avec des organisations confessionnelles, des organisations de défense des droits de l'homme. Enfin, je trouve que là-dessus, au contraire, il y a une réaction qui me semble très saine au niveau citoyen. Merci beaucoup Corinne Morel-Darleux. Demain, Pablo Pillo-Vivien recevra Bernard Bolz, le fondateur de l'Observatoire international des prisons et le créateur du site Prison Insider. Vous avez une question pour lui ? Oui, alors j'aimerais effectivement lui demander le regard qu'il porte et éventuellement les informations qu'il a sur la Turquie, qui est un pays que je suis beaucoup dans le cadre de mes missions à l'international, et notamment dans le cadre d'observation de procès. On sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de journalistes, d'écrivains, mais aussi d'élus, de députés du HDP dans les prisons turques. Nous, en tant qu'élus de la République française, en tant qu'observateurs internationaux, on a beaucoup de mal à avoir des infos, on ne peut même pas assister aux audiences. Donc je voudrais savoir si lui, de son côté, du côté de l'OIP, ont accès à davantage d'informations et quel type d'action on pourrait entreprendre ensemble. Alors je lui transmettrai la question, merci beaucoup. Merci à vous.